Yvan Rioufol, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci à vous d'être venu et puis merci à tous ceux qui nous écoutent de nous suivre aussi fidèlement. N'hésitez pas à vous abonner et puis n'oubliez pas qu'on est disponible en podcast. Voilà, alors pour vous, Yvan Rioufol, comme toujours ici, j'ai choisi une citation. Elle est de Charles Péguy dans L'Argent. Le modernisme est un système de complaisance. La liberté est un système de déférence. La liberté est un système de courage. La liberté est la vertu du pauvre. Que vous évoque cette citation? Mais nous ne sommes plus tellement vertueux parce que nous sommes en train de liquider nos libertés précisément sur l'autel du modernisme, du modernianisme, aurait pu dire également Péguy d'ailleurs. Et je pense que nous péchons par manque de vigilance au prétexte d'avoir à répondre à une crise sanitaire qui n'est pas banale, mais enfin qui n'est pas non plus aussi catastrophique qu'on le lit. Nous sommes en train d'abandonner toute une partie de nos libertés fondamentales sans même que des intellectuels protestent. Et c'est ceci qui m'affole, c'est-à-dire que nous abandonnons nos libertés d'aller et venir naturellement, nos libertés d'entreprendre, nos libertés de culte, nos libertés pour les médecins d'avoir à prescrire certains médicaments, etc. On pourrait faire l'inventaire terrible des mesures liberticides qui ont été prises au nom des grands principes et au nom du fait qu'il fallait sauver des vies, dans l'indifférence générale, et même avec le pire, avec l'acquiescement du plus grand nombre, et dans l'indifférence d'une grande partie des intellectuels qui malheureusement, soit cautionnent cet ordre hygiéniste, soit dorment. Alors, pour commencer, est-ce que vous acceptez de vous présenter à ceux qui nous regardent? Yvan Rioufol, journaliste. Que voulez-vous dire? Je vais plus loin. Oui, n'hésitez pas. Alors, j'ai 68 ans. J'ai commencé dans la presse régionale à Nantes. Je suis né à Nantes. J'ai commencé dans la presse régionale. J'ai fait du droit auparavant, puis dans la presse régionale de 76 à 84. Ensuite, je suis parti. Je suis monté à Paris, comme disent les provinciaux, pour atterrir assez vite au Figaro, où j'y suis toujours. Je suis aujourd'hui titulaire du bloc-notes du Figaro depuis 2002. Le bloc-notes du Figaro, c'est une vieille formule journalistique qui, à l'époque, était une formule littéraire lancée en 1952, l'année de ma naissance, par François Mauriac, au Figaro, puis à l'Express, etc., qui avait été abandonnée puis reprise par Max Clos, qui était le directeur de la rédaction du Figaro. Et c'est à la mort de Max Clos que l'on m'a proposé de prendre sa succession. Et naturellement, ça ne se refuse pas. Et donc voilà, donc je suis journaliste au Figaro depuis 1985 et je publie mon bloc-notes tous les vendredis depuis ce temps-là. J'ai également un blog qui s'appelle Liberté d'expression et je participe maintenant depuis quelques années, tout d'abord à des émissions de radio, c'était à RTL, ça s'appelait On refait le monde, puis maintenant sur CNews dans l'heure des pros. Depuis quelques années, et je me suis familiarisé, ce n'était pas du tout mon univers, avec la presse audiovisuelle, avec la télévision. Je pensais être très éloigné de ce milieu, et je le suis resté, mais malgré tout, j'ai réussi à dompter mes réticences et mes craintes, et aujourd'hui, je participe également pas mal à des émissions de télévision, dont une que j'ai lancée même le dimanche sur CNews et qui s'appelle Les points sur les i. C'est ça. Et vous êtes à la pointe du combat pour défendre les libertés publiques. Ah, pour moi, je ne conçois ma vocation de journaliste que comme étant d'abord le porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole. Et ça, je me suis rendu compte de ceci très rapidement, même dans mes premiers pas de journaliste localier à Nantes, où je me suis rendu compte que même au plus près du terrain, la pression politique, la pression sociale était telle qu'il était difficile de donner la parole à d'autres sans avoir le feu vert des hiérarchies. Ceci m'a toujours agacé. Et je me suis rendu compte, en effet, qu'il n'y avait rien de tel pour pouvoir exprimer des idées, de vouloir alimenter la démocratie, que d'exiger d'être intransigeant sur les libertés. Or, il me semble que de plus en plus, on laisse passer les libertés au nom de sécurité, qui soient des sécurités terroristes quand ce sont des états d'urgence terroristes ou des sécurités sanitaires quand ce sont des états d'urgence sanitaires. Et on en laisse à chaque fois des petits bouts en pensant qu'on les récupérera. Mais malheureusement, le fait même que nous soyons indifférents à la préservation des libertés comme étant la prunelle de nos yeux montre que nous sommes prêts aujourd'hui à nous mettre à genoux pour le prix de notre sécurité. Et ceci m'effraie. Il y a le cas particulier de la liberté d'expression, donc avec la loi Avia par exemple.
La liberté d'expression, on est en dehors de l'ordre sanitaire et du sanitairement correct. On est dans le politiquement correct, qui est une autre forme de moralisation de la vie politique qui s'est instituée depuis maintenant 30 ans ou 40 ans au nom de bons sentiments, du respect de l'autre, de l'antiracisme, de la non-discrimination, de tout ce que vous voulez. Et au nom de cette morale-là, en effet, il s'est institué une sorte de bien obligé, de valeur obligée, qui fait que vous pouvez décréter, vous réclamant du camp du bien, vous pouvez décréter ce qu'est un propos haineux ou pas. C'était le fondement de la loi Avia. Et comment voulez-vous décréter un propos haineux? Un propos est haineux pour celui qui le reçoit et pas pour celui qui le donne. Et puis, il peut être haineux dans un certain cas et pas dans l'autre. Enfin, c'est quelque chose de très subjectif, naturellement. Et donc, de vouloir sanctionner, censurer des propos haineux, cela revient à vouloir sanctionner des pensées, des arrière-pensées, en tout cas sanctionner une liberté d'expression. Donc, et ceci s'ajoute à bien d'autres législations qui ont été prises, toujours au prétexte de bons sentiments, pour tenter de régimenter une pensée et pour tenter de faire en sorte que les pensées soient les plus hygiénistes. Là aussi, dans le fond, il y a une sorte d'ordre hygiéniste intellectuel qui s'est imposé, que les pensées soient les plus lisses et les plus indolores possibles. Et ceci est détestable, naturellement, parce que cela donne une société émolliente et une société de somnambules dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous plongeons même. Et c'est bien ce qui m'affole, d'ailleurs. Et justement, vous êtes journaliste au Figaro depuis plus de 35 ans maintenant. Est-ce que vous avez vu les choses se dégrader du point de vue de la liberté d'expression? Est-ce que c'est plus difficile d'écrire aujourd'hui certaines choses par rapport au début de votre carrière? Hélas, non. Je crois que j'ai toujours connu cette emprise quand même du conformisme qui est très prégnante dans les médias. Les médias sont vraiment un milieu très suiviste. C'est le milieu de la copie conforme. C'est le milieu où l'on copie d'abord, on s'adresse d'abord à sa corporation avant de s'adresser à ses lecteurs. J'ai vu ça depuis toujours. C'est un petit monde clos, un petit monde élitiste, même s'il ne recrute pas dans l'élite. C'est un petit monde qui s'est mis dans les pas d'un monde élitiste qui est devenu un peu le toutou carrément du pouvoir. Je schématise naturellement. Il y a beaucoup de personnalités qui résistent à ceci, mais il y a quand même ce suivisme-là qui caractérise, me semble-t-il, cette paresse intellectuelle du monde journalistique que je n'aime pas beaucoup de ce point de vue-là, mais en même temps j'ai accepté d'y rester parce que d'abord je m'y sentais à ma place et je sentais que l'on pouvait malgré tous ses défauts, on pouvait s'affirmer dans sa détermination à dire les choses. Tout simplement dire les choses. D'ailleurs, n'allant pas plus loin que ça, ma prétention n'a jamais été que d'être un photographe dans le fond de l'instant, un photographe par les mots, mais j'aurais pu être aussi bien un photographe d'ailleurs par l'image, et un photographe approchant au plus près du réel, et personne ne m'empêchera de m'approcher au plus près du réel. Donc il faut passer outre en effet les intimidations que ces journalistes réalistes-là peuvent subir, et j'en ai subi pas mal depuis 30 ans ou 40 ans, à vouloir me faire qualifier de tous les noms que vous pouvez imaginer. Mais bon, tout ceci aujourd'hui est un peu... Donc, ceci montre que cette pression intellectuelle, elle existe depuis toujours, je l'ai toujours connue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un paradoxe. On peut davantage dire les choses en apparence, c'est-à-dire que la parole s'est libérée sous le poids des réalités. Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent argumenter sur des thèmes sur lesquels nous n'étions que quelques-uns il y a 30 ans à dire qu'il était folie que de suivre ces politiques parce que ça allait conduire à ce que l'on voit, c'est-à-dire des séparatismes, des communautarismes, des violences induites, des méfiances mutuelles. Donc il y a effectivement il y a une sorte de prise de conscience collective et de paroles qui se libèrent, mais en même temps, il y a tout un carcan idéologique qui continue à vouloir empêcher ces libres expressions. C'est la culture woke, c'est la cancel culture, c'est l'antiracisme poussé jusqu'à l'absurde. Donc il y a une sorte de lutte de pouvoir aujourd'hui, mais je pense que le juge de paix seront les réalités et le peuple lui-même qui vit les réalités. Donc je ne suis pas tout à fait pessimiste, mais je pense que c'est une lutte de tous les instants et une lutte de la lucidité. C'est surtout une lutte de la liberté d'expression et pardon du grand mot, mais de la force de la vérité, du courage de dire la vérité.
Et vous parlez de dictature sanitaire, justement. Est-ce que le mot n'est pas un peu fort? Est-ce que vous le regrettez? Bon, le mot est fort naturellement parce que nous ne sommes pas en dictature dans la mesure où il n'y a pas des policiers qui vont venir me mettre les menottes et m'envoyer dans une geôle. Mais quand vous voyez par exemple que très récemment dans une messe de Pâques, vous avez eu deux curés qui ont été dénoncés par un fidèle et qui ont été placés en garde à vue toute une journée de 9 heures du matin à 10 heures du soir pour être libérés d'ailleurs par la suite. Vous vous dites tout de même que ce monde-là n'est pas un monde acceptable. Enfin, je ne vois pas que l'on puisse poursuivre des curés pour avoir dit une messe. Or, c'est ce qui se passe. Et personne n'a protesté. Non seulement personne n'a protesté, mais l'évêché lui-même a entamé une procédure, a diligenté une procédure, selon leur code, je ne sais plus quel est le terme exact de cette procédure-là, pour sanctionner ces deux curés. Donc, il n'y a peut-être pas une dictature sanitaire, mais en tout cas, il y a une mainmise sanitaire qui ressemble beaucoup à ce que pourrait être une dictature si effectivement rien n'était fait pour la freiner. Or, je remarque que les contre-pouvoirs dans cet ordre sanitaire ont été confisqués, c'est-à-dire que au nom d'un état d'urgence renouvelé quasiment tout le temps, au nom de décisions unilatérales du conseil scientifique qui a été élu par personne et qui ne rend compte à personne, et au nom d'un Parlement qui n'est consulté qu'à la marge et qui ne joue plus son rôle, en effet, il y a une démocratie qui a été confisquée, et en effet, il y a tout ce qui pourrait ressembler, en tout cas, à une démocratie illibérale que l'on reproche dans d'autres pays, notamment les anciens pays de l'Est, mais qui a toutes les apparences d'une démocratie très fatiguée chez nous aussi. Donc, en effet, ne disons pas dictature sanitaire, mais malgré tout, je dirais tyrannie sanitaire, mais ça revient un petit peu au même. Et comment expliquez-vous l'apathie des Français, justement, quand on voit le niveau de l'abstention et face à tous les dangers que vous décrivez, on a l'impression que les Français sont très passifs. Est-ce que vous pensez que c'est le calme avant la tempête, ou est-ce que vous pensez qu'ils ont un peu abandonné? Écoutez, je pense m'être trompé dans mon analyse. Je pensais que l'état éruptif de la société que l'on avait vu apparaître avec le mouvement des Gilets jaunes, que j'avais soutenu à son début pour ces raisons-là, était un mouvement très important d'un réveil démocratique. Et c'est en cela que j'avais applaudi les Gilets jaunes du départ, parce que je voyais que cette société civile était une société qui voulait revivre et qui voulait précisément s'imposer dans le débat politique. J'avais ensuite, je m'étais écarté bien sûr des Gilets jaunes quand ils avaient été récupérés par l'extrême gauche et par la violence. Et j'ai pensé que cette même instinct d'insurrection populaire, qui m'avait beaucoup plu, je dois le reconnaître, qui m'avait rassuré en tout cas, aurait pu se retrouver face à cet ordre sanitaire qui imposait d'autres normes, d'autres sanctions dans l'indifférence de la vie des gens. Je me suis rendu compte que je me suis trompé, parce qu'au contraire, cet ordre sanitaire a été accepté dans sa grande majorité par les Français. Il est vrai, après des propagandes d'instrumentalisation d'une peur, de mon point de vue, très surjouée, parce que cette épidémie est naturellement importante, mais elle n'est pas si mortelle qu'on le dit. Il y a eu, selon les chiffres officiels de 2020, il y a eu une surmortalité de 53 000 personnes, ce qui est beaucoup, bien sûr, mais je vous rappelle que la grippe de Hong Kong en 1969... En 69, je me souviens bien de 69, et je ne me souviens pas du tout de la grippe de Hong Kong qui avait tué 40 000 personnes. Et donc, les gens vivaient tout à fait normalement. Et je ne vous parle pas, naturellement, de la grippe espagnole d'après la Grande Guerre, qui a tué des millions de personnes, également, non pas dans l'indifférence générale, mais dans une société qui était restée une société ouverte, enfin une société libre de ses mouvements. Et donc, je ne sais plus quelle était la question. Mais en fait, justement, vous parliez des Gilets jaunes, on parlait de l'apathie des Français. Oui, l'apathie des Français, pardon. Est-ce que vous pensez que, là, vous étiez surpris face à la dictature ou à l'ordre sanitaire, qu'il n'y ait pas eu de réaction? Est-ce que ce sera peut-être le cas après? Est-ce que vous le souhaitez? Et donc, je comprends. Alors, je me suis trompé, effectivement, sur cette analyse-là, parce que j'ai bien vu que les Français s'étaient recroquevillés, que les Gaulois réfractaires avaient repris leurs pantoufles et s'étaient remis sous leur matelas, sous leur lit, peut-être même, de crainte que le ciel ne leur tombe sur la tête. Mais en même temps, je comprends ceci, bien sûr, parce que le discours
le discours ambiant était tellement traumatisant, le discours généralisé des médias, des politiques, du corps médical a été tellement traumatisant que, naturellement, cela a insufflé une peur qui a été contaminante. Le pire des virus que l'on ait aujourd'hui à résoudre, ce n'est pas tant le virus du Covid que le virus de la peur. Et la peur est mauvaise conseillère. Et donc, la peur a en fait effectivement entamé, me semble-t-il, cette proportion qu'il y avait une partie de la société à se révolter de son sort. Et je vois bien qu'aujourd'hui, beaucoup de Français se sont résolus d'abord à vivre sur les fonds publics qui sont distribués très largement. Naturellement, c'est ceci qui calme la paix sociale, on en est bien d'accord, mais également dans cette crainte d'avoir aujourd'hui à prendre leurs propres responsabilités et à assumer le risque de vivre. Donc je suis un peu désespéré de cette réaction-là, que je comprends malgré tout, mais en même temps, je pense qu'il faut se méfier de ce calme apparent, parce que c'est un calme précaire. On voit bien que les colères n'ont pas disparu. Enfin, on sent bien que les colères, naturellement, n'ont pas disparu. Et comment pourraient-elles disparaître à ce point, alors qu'elles ont été construites depuis 30 ans, 40 ans de politique qui ont été conduites dans l'indifférence de la vie des gens, parce que c'est ça le problème, avec des élites qui sont de plus en plus déconnectées du monde des peuples. Voilà. Et donc, alors je ne suis pas devin, comme je n'ose pas dire que j'espérerais une insurrection, mais je vois que Philippe de Villiers appelle à une insurrection. Dans le fond, c'est un mot que j'avais employé il y a quelque temps, même à la télévision. Ça m'avait valu de quitter un plateau de télévision parce qu'on me disait que je n'avais pas le droit d'employer ces termes-là et d'appeler à la révolte. Moi, j'appelle aussi à cette révolte-là. J'espère qu'elle pourra advenir, ne serait-ce que d'une minorité de ceux qui veulent survivre, parce qu'on a bien vu que dans l'histoire, les révolutions sont faites par les minorités, mais il y a d'autres minorités qui, par ailleurs, mènent d'autres révolutions qui sont également, je parle des minorités, les nouvelles minorités qui, elles aussi, sont plus structurées et ont un corpus idéologique plus combattant, qui, elles aussi, tentent de vouloir subvertir le débat public. Donc, j'aimerais que la minorité somnambule se réveille face à ces autres minorités qui, elles, sont en train de tenter de prendre le pouvoir. Nous sommes dans une lutte de minorité qui est pour l'instant se fait sur fond de grandes somnolences générales. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. De grandes somnolences, et vous avez validé vous-même le concept de grand remplacement. Comment vous le décririez, comment vous l'expliqueriez à ceux qui nous entendent? Je ne comprends pas cette polémique, très franchement, sur le grand remplacement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette histoire-là, parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'il y a un grand remplacement. Enfin, il faut être aveugle ou idéologue pour dénigrer ceci. Alors, le grand remplacement, cela veut dire quoi? D'abord, c'est une expression littéraire qui a été proposée par Renaud Camus, après avoir observé à Lunel que la ville de Lunel avait changé de population. Le centre de Lunel, vous savez, c'est de là d'où sont partis tous les djihadistes d'ailleurs, on s'en rend compte après. Le centre de Lunel était occupé aujourd'hui par une population différente, une civilisation différente, remplacée donc. Vous avez la démographe Michel Tribala qui a décrit depuis très longtemps les phénomènes de substitution de population dans des cités françaises. Il suffit d'aller voir maintenant ce qui est devenu Trappes, ne serait-ce que Trappes. Vous avez un professeur, Didier Lemaire, qui a fait lui-même, professeur de philosophie qui habite à Trappes depuis 30 ans, qui a dit que Trappes aujourd'hui a été passé de l'autre côté, ce n'était plus un Trappes français. La France avait disparu de Trappes. Donc, je ne comprends pas que l'on s'obstine à ce point à ne pas vouloir regarder des réalités, sinon à vouloir se mentir aux autres et à vouloir se protéger par une idéologie. Naturellement, c'est bien ce qui se passe, c'est que l'idéologie rend aveugle. Donc, Renaud Camus a raison. Donc, le grand remplacement existe. Alors, naturellement, on peut ergoter en disant que nous ne sommes pas remplacés. Je n'ai pas été remplacé. Nous ne sommes pas grands remplacés tous maintenant, mais si l'on poursuit les lignes
telle qu'elle se voit actuellement, c'est-à-dire d'un abandon de la République à défendre ses propres valeurs et d'une sorte de fascination pour les minorités les plus quérulantes, les plus exigeantes. On voit bien que ce qui se passe dans les cités aujourd'hui, avec ces transferts de population, pourrait arriver bientôt dans des quartiers, dans des arrondissements, peut-être déjà à Paris d'ailleurs, vous avez des substitutions de population également dans le 18e, dans le 20e, dans certains quartiers. Donc ça peut venir très vite, ces choses-là peuvent venir très vite, et peut-être qu'à la fin du siècle, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, dans 5 générations, la France ne pourrait plus être la France. On a quand même le droit de poser ce problème-là. Or, il y a une telle intolérance, une telle bêtise, parce que c'est vraiment de la bêtise intellectuelle, que de ne pas vouloir débattre de sujets qui ont été des sujets sacralisés, à savoir effectivement l'immigration qui était une chance pour la France, l'islam qui a été vu comme une religion de paix et de tolérance, enfin tous ces mantras qui ont été récités et qui naturellement prouvent qu'ils étaient à tout le moins contestables, non pas faux en tout bien sûr, mais contestables. Je prouve qu'il faut bien sûr se réveiller d'urgence si l'on veut ne pas disparaître. C'est en cela que j'appuie tout ce que l'on appelle le mouvement populiste, qui est encore cette proportion qu'ont les Français, les Français oubliés à se rendre compte de leur vulnérabilité et à dire qu'ils ne veulent pas disparaître. Le populisme, pour moi, c'est cela. C'est simplement un instinct de survie qui est adressé aux élites qui pensent que le mondialisme est à accompagner, qui pensent que les peuples ont fait leur temps, que les nations ont fait leur temps, que la préférence doit être une préférence immigrée, que le respect doit être dû à l'autre et pas à soi, qu'il faut... voilà, tout ce qui nous met dans ce naufrage actuel, dans ce naufrage existentiel actuel qui me désespère, qui désespère, je sais, beaucoup de Français. Et c'est pour ça que j'attends ardemment que les élites d'abord se réveillent, parce que je ne rejette pas les élites pour autant, on a besoin naturellement d'élites, mais il faut que les élites se réveillent et il faut que l'on donne au peuple l'expression de son intelligence collective à travers les réseaux sociaux, c'est une chose, mais surtout à travers des référendums, à travers des proportionnels, à travers un accès au pouvoir qui ne soit pas cet accès confisqué par ce petit monde de mandarins qui, depuis maintenant 40 ans, vit dans sa cité interdite et n'entend que les lointains échos de la douleur des sociétés, de la douleur des Français. Mais justement, comment expliquer que ces élites refusent de voir la réalité en face et la colère des Français? Je pense ces élites ont eu un profond mépris pour ce que représentaient les Français qui les avaient élus malgré tout. Et les Français sont bien sots d'avoir élu effectivement ces élites-là. C'est encore un autre sujet. Peut-être y a-t-il eu un abus de confiance, mais je pense que les élites, effectivement, se sont bercées de leur propre vertu en pensant qu'au prétexte qu'elles avalisaient la nouvelle idéologie à la mode depuis les années 80, de dire l'idéologie antiraciste pour aller vite, de dire qu'il fallait s'ouvrir au monde, accompagner le mondialisme et d'en finir avec nos racines, ne serait-ce qu'avec nos racines chrétiennes, et penser que nous serions exemplaires en donnant l'exemple, en accueillant tous les autres. On a bien vu que nous n'étions pas exemplaires, que nous étions vus comme une faiblesse et que nous avons accueilli tous les autres sans que tous les autres veuillent nous accueillir. Il n'y a jamais eu de réciprocité. C'est-à-dire que vous pouvez accueillir les Algériens, vous ne pouvez pas aller en Algérie, par exemple. Et donc ceci était une preuve de grande naïveté de notre part, pour ne pas dire de grande bêtise. Et je pense que le procès doit être... Je suis réticent à dire qu'il faut ouvrir le procès des élites, parce qu'on tombe vraiment très vite dans la démagogie. Mais malgré tout, je suis bien obligé de constater qu'avec l'aval de ceux qui les ont élus, les dirigeants français, depuis maintenant 40 ans, ont produit ce grand désastre dans lequel on le vit. Enfin, il faudrait s'accorder là-dessus. Autant il y a eu la belle époque dans la charnière du 19e et du 20e siècle, autant nous vivons là l'affreuse époque qui, en temps de paix également, a produit, à force de déconstruction, d'abandon, de lâcheté, a produit cette société éclatée, cette société qui est en conflit permanent, ces guerres des sexes, ces guerres des races, ces guerres des religions qui sont alimentées par ceux qui se prétendaient antiracistes. Et on l'a bien vu, la grande bévue, la grande sottise de ceux qui, se prétendant antiracistes, sont en train de remettre la race au cœur même d'un débat avec une régression épouvantable qui est acceptée par beaucoup. Et donc voilà, il faut vraiment... Je ne cesse de crier casse-cou depuis 30 ans. Je me rends compte que
bon, je suis content de voir que je suis rejoint par beaucoup, mais en même temps, je crains qu'il ne soit trop tard si on ne se réveille pas maintenant, tout de suite. Or, je vois que l'endormissement gagne. C'est comme le phénomène de la grenouille. Vous mettez une grenouille dans l'eau froide, puis vous allumez le feu. La grenouille reste dans l'eau froide, puis se laisse engourdir lentement et et si elle se fait ébouillanter, alors que vous la mettriez immédiatement dans l'eau bouillante, elle en partirait immédiatement d'un coup de patte. Voilà. Vous citiez Philippe de Villiers tout à l'heure. Lui, dans un entretien récent, estime que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027 et parce qu'il a enfermé les Français pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Est-ce que 2022 pourrait être un renouvellement justement de l'élite et de la classe politique, ou vous pensez que... Écoutez, je ne sais pas. Moi, je pense que aujourd'hui, la lutte, elle est entre les enracinés et les déracinés. Je pense que Macron fait partie aujourd'hui des déracinés, des mondialistes, et que c'est une cause qui est une cause perdue de mon point de vue. C'est une cause qui n'est plus représentée dans l'électorat. Et donc, je pense que ce qui porte aujourd'hui un candidat, ce sera le candidat des enracinés, le candidat de ceux qui veulent rester français, qui veulent se redécouvrir français, qui veulent se redécouvrir dans une nation, dans des frontières, dans des enracinements, dans des proximités. Partant de là, je pense que Macron a toutes les chances de perdre, mais en même temps, si les enracinés ne sont représentés que par Marine Le Pen, et seulement Marine Le Pen, sans qu'elle soit rejointe, parce que elle est en position dominante malgré tout, par toute une partie de la droite, qui ne veut pas aller vers Macron, mais qui ne veut pas non plus aller vers Le Pen, elle perdra et on fera gagner Macron. Donc moi, je me bats depuis maintenant longtemps pour qu'il y ait une union de tous les enracinés, de toute cette droite qui doit sortir de ces guerres de tranchées absurdes, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, rien ne différencie plus le discours de Marine Le Pen d'un discours d'un Retailleau ou d'un Bellamy ou de qui d'autre, enfin, et que l'exigence même de survie de la France les oblige à se parler et à se rassembler. Or, ce que je dis là, qui devrait être un discours d'évidence, ne semble pas l'être pour ces gens qui sont encore dans des querelles d'ego, des querelles de chapelle. Et ceci est navrant, donc je pense que c'est aux Français de faire pression aujourd'hui sur ces formations, qui d'ailleurs ne représentent plus grand-chose dans le fond, afin qu'elles cessent leur lutte absurde et qu'elles fassent une union nationale avec avec tous ceux qui veulent bien venir défendre les enracinés que nous sommes, enfin que je suis, que j'entends représenter à ma manière en étant un de leurs porte-parole, afin que l'on cesse ce désastre, parce que ce désastre est produit par l'idéologie mondialiste qui est celle qui a été construite, qui est celle qui a construit Emmanuel Macron, la République en marche, et tous les gouvernements qui l'ont précédé. Pendant toutes ces années d'engagement, quels ont été vos principaux inspirateurs? Je parle courant philosophique ou de personnalité. Je suis un libéral de pensée et un libéral même en économie, ce qui est un gros mot en économie. Je persiste à penser, je ne suis pas un ultralibéral, je vois bien tous les méfaits de l'ultralibéralisme, mais je suis là un libéral en tout. Donc ceux qui m'inspirent, ce sont les penseurs libéraux, les penseurs les plus classiques, à commencer par Montesquieu, et les penseurs jusqu'aux plus modernes, en allant jusqu'à Jean-François Revel, et j'en oublie beaucoup d'autres. Enfin, dans toute cette lignée des penseurs libéraux, je me ressource très volontiers, et je suis attiré également, bien sûr, par toute la pensée conservatrice, parce que je pense que je me définis comme étant un libéral conservateur, et même un libéral conservateur et social. Si on pourrait pouvoir joindre... C'était le philosophe Kolakowski qui disait ça. On peut être à chaque fois. Il pensait qu'on pouvait être socialiste, libéral et social. Socialiste, libéral et conservateur. Pardon. Je pense que et donc je me reconnais un peu, même beaucoup dans cette synthèse-là. Et donc je m'inspire également de tous les penseurs conservateurs. Et dans les penseurs conservateurs, j'inclus bien volontiers Renaud Camus, qui est le pestiféré de service et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et qui en a inspiré d'autres. J'ai beaucoup de respect également, même s'il ne me rend pas bien la monnaie de ma pièce pour Alain Finkielkraut, qui me cherche parfois quelques noises, etc. Mais enfin, tous ces gens-là me sont précieux et ont construit ma vision politique. Mais je crois que le principal inspirateur de ce que je suis, c'est avant tout la société elle-même. C'est-à-dire, ce sont les lecteurs, ce sont
les réactions que je lis sur mon blog, ce sont les gens que je rencontre, c'est cette intelligence collective qui me paraît beaucoup plus enrichissante dans le fond que ce que peuvent produire les intellectuels qui ne produisent plus rien. Et la panne d'idées, la panne d'intelligence que nous vivons aujourd'hui est due pour beaucoup à cet endormissement général de la société, mais plus particulièrement à l'endormissement de la classe intellectuelle. Et donc, je m'inspire et je m'accroche davantage à l'intelligence collective, à l'intelligence de cette France oubliée, qui pense, qui sait faire le diagnostic de ce qu'elle vit, puisqu'elle le vit tous les jours, et qui sait apporter des réponses pourvu qu'on lui donne l'occasion de les exprimer et pourvu qu'on lui donne l'occasion d'être représenté par des représentants qui ne la méprisent plus. Quel est le souvenir le plus émouvant de votre carrière de journaliste? Est-ce que vous avez un moment qui vous a particulièrement marqué? Le plus émouvant, le plus dramatique, c'était le 11 septembre, parce qu'on vivait ça en direct. Le plus émouvant, il aurait fallu que vous me posiez cette question avant, que je recherche dans l'ancien, parce que je suis un vieux journaliste maintenant. J'ai des années au compteur, donc des mouvements... Le pire souvenir, d'ailleurs, quelque chose qui vous a vraiment marqué dans ce que vous avez vécu. Je ne pourrais pas vous dire. Non, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer, à être en harmonie avec... mon plaisir, c'est de pouvoir pressentir un courant de pensée. Et ça, je pense que avec une sorte d'intuition du moment, avec ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça, c'est de fermer les yeux, de me laisser porter parce que... presque par une démarche un peu presque artistique, pour cette prétention, mais enfin, comme vous me prenez à court, et d'essayer de voir effectivement ce qu'un poète, par exemple, pourrait voir quand il voit dans l'obscurité, et essayer de me confronter à cette intuition que je peux avoir d'un moment, pour essayer ensuite de le rationaliser et de voir que parfois la rationalité amène à cette intuition-là. Donc là, j'ai un moment de plénitude quand je vois que mon raisonnement peut correspondre à une intuition qui était une intuition un peu évanescente. Voilà. Je vous réponds un petit peu à côté de la plaque parce que je n'ai pas trouvé. C'est très intéressant, justement. Et puis, ma dernière question, est-ce que si vous aviez un jeune journaliste devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, lui conseiller, là, aujourd'hui, en 2021 ? De regarder, d'être attentif à la vie des gens, de ne pas porter de jugement, d'être ouvert aux autres, d'aller voir comment vivent les gens, de rentrer dans la cuisine, et surtout de ne pas écouter... les recommandations des confrères, c'est bien Coco, oui, ce que tu as fait, c'est bon, non, surtout pas. Il faut vraiment être à l'écoute de la société qui souffre, de ceux qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent. Ils sont heureux également, à l'écoute des gens, ils sont heureux bien sûr aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, la société doit être sauvée de ceux qui la malmènent. Il y a trop de maltraitance et il ne faut pas être du côté du manche. Et donc, moi, en tout cas, je conseillerais à un journaliste de ne pas être du côté du manche. Très bien, c'est un très beau conseil. Merci beaucoup, Yvan Léopold, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bien sûr, un grand merci à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui vous écoutent et vous regardent d'ailleurs. On vous rappelle bien sûr que nous sommes disponibles en podcast et surtout de vous abonner aussi. Et n'hésitez pas à contribuer sur le lien Tipeee qui doit s'afficher sur votre écran. À très bientôt. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.